Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Les technologies ont chamboulé la musique et la presse et elles font tanguer aujourd'hui le commerce. Surcouf et Virgin ferment leurs portes en France alors que Amazon construit d'immenses entrepôts. Les soldes cette semaine dans l'Hexagone ont mieux démarré sur Internet que dans les magasins traditionnels. Alors la toile est-elle l'avenir du commerce? Internet condamne-t-il les lieux de vente traditionnels? Quelles sont finalement les perspectives du e-business? On en parle avec Olivier Sichel, PDG de la société Leguide.com, un site internet qui agrège plus de 78 000 sociétés e-marchandes et vend plus de 158 millions de produits. Leguide.com, c'est une grosse PME de 200 personnes qui appartient au groupe Lagardère. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez un parcours très internet, puisque vous y travaillez pratiquement depuis 10 ans. Vous avez dirigé wanadoo.fr, lancé la Livebox avant de rejoindre Sophie et Nova Partners, le leader du capital risque qui investit d'ailleurs beaucoup dans les sociétés de l'internet. Alors maintenant, vous êtes à la tête du guide.com, qui est une sorte de comparatif de prix, mais sur lequel on peut aussi acheter sur Internet. Alors les technologies, Olivier Sichel, elles ont fait effectivement tanguer la musique, la presse. Elles chamboulent aujourd'hui le commerce. Est-ce que vous pensez que l'Internet, c'est véritablement l'avenir du commerce aujourd'hui? Très clairement. Donc le guide.com, c'est un guide de shopping. On en est qu'au début et on est face à une croissance très très forte. Le guide.com, c'est un guide de shopping qui agrège plus de 78 000 magasins. Mais pour vous dire, Stéphanie Antoine, rien qu'en France, il y a 100 000 sites de commerce électronique et ils s'en créent 50 tous les jours. Donc il y a 50 sites qui se créent tous les jours et il y a tous les jours de nouvelles catégories qui se mettent en ligne. En ce moment, par exemple, c'est les lunettes. Ce sont des sites qui perdurent, on y va. Il y a effectivement, on fait vraiment du commerce en ligne aujourd'hui de plus en plus. Absolument. Absolument, et on le fait de façon rentable. Les consommateurs ont de plus en plus confiance, achètent de plus en plus. On les aide à bien faire leur choix, mais c'est complètement rentré dans les mœurs et ça se développe. Et ça se développe. Alors, lorsque le produit ne convient pas au consommateur, il peut le renvoyer. C'est gratuit. Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors, tout dépend de la stratégie des commerçants. Et ça, depuis 15 ans que le commerce électronique existe, les commerçants électroniques ont eu tout loisir d'affiner leur stratégie. Ce qui est important, c'est véritablement de service après-vente. Il y a une première phase où le prix a été déterminé, mais maintenant les consommateurs sont avertis, regardent les délais de livraison, regardent la sécurité de chaque site, les conditions d'échange, la facilité dans les conditions d'échange, tout cela compte et on a un marketing du commerce électronique qui est de plus en plus fin, de plus en plus sophistiqué, qui permet au commerce de se développer. Et alors en ce qui concerne justement le guide.com, quel est votre modèle économique? Parce qu'on voit bien que dans la presse, on ne parvient pas à trouver ce modèle économique sur Internet. Il y a véritablement un modèle économique qui fonctionne avec des taux de marge important en ce qui concerne les sociétés qui font du e-commerce? Alors nous, notre modèle économique, c'est que nous agrégeons les catalogues des marchands qui opèrent le service et nous leur envoyons des clics. Donc ce que nous vendons, ce sont des clics. Ce qu'on apporte aux marchands, c'est du trafic qualifié. La valeur ajoutée que l'on fait, c'est qu'on permet aux internautes de choisir leurs produits. Donc nous agrégeons énormément d'informations sur ces produits, les prix, les délais de livraison, la disponibilité, mais aussi les caractéristiques techniques, les avis des consommateurs. Et ce sont les e-marchands qui vous payent dans ces cas-là? Et ce sont les e-marchands qui nous payent. Et ça suffit pour être rentable ou vous avez besoin de publicité? Non, ça suffit pour être rentable. C'est un modèle à la performance, mais ça s'assimile à de la publicité, puisqu'en fait, ce qu'on apporte aux marchands, ce sont des internautes qui sont intéressés par leurs produits. Ce qu'on appelle le modèle retailer? Le modèle CPC à la performance. CPC, c'est coût par clic. Ce que l'on vend, ce sont des clics. Et c'est une équation économique très simple. Je vais envoyer par exemple 100 clics à un marchand qui va payer 16 centimes. Donc vous faites votre calcul, c'est 16 €. Et si sur ces 100 clics, il y a un client qui achète, son coût d'acquisition va être donc de 16 €. Et il aura un taux de transformation de 1%. Alors Virgin Megastore, c'est vrai que c'est un petit peu l'histoire de la semaine en France, ferme ses portes. C'était vraiment le symbole des années 80-90 de la distribution musicale. On allait au Virgin le dimanche pour acheter CD. Que se passe-t-il? Comment interprétez-vous cette fermeture? Est-ce que c'est véritablement parce qu'il y a une concurrence de l'Internet aujourd'hui qu'on achète maintenant les biens culturels sur Internet? Alors, vous savez, dans mon parcours, moi j'étais PDG à mandalapage.com il y a 10 ans et c'était le début du commerce électronique et ça se faisait essentiellement sur les biens culturels. C'était assez facile d'acheter des biens culturels. C'était des CD, c'était des DVD, c'était des livres. Avec le livre, il y avait un prix unique. Donc, c'était l'une des premières catégories qui a basculé dans le commerce électronique. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'essentiel des biens culturels s'achètent sur Internet parce que c'est facile, parce que
souvent ça peut se mettre dans la boîte aux lettres. C'est iTunes avec Apple, mais c'est aussi tous les autres moyens, Amazon, enfin tous les... c'est Amazon, c'est iTunes, c'est la Fnac aussi. Donc ça condamne à terme, vous pensez véritablement, ces commerces traditionnels? Alors non, pas du tout, parce que je pense que le consommateur est de plus en plus sophistiqué dans son mode d'achat. Il peut à un moment vouloir se renseigner sur Internet, mais vouloir aussi acheter en magasin, parce qu'il y a une disponibilité immédiate, parce que sa gardienne ne prend pas les colis, parce qu'il n'a pas envie de se rendre à la poste. Et donc, il faut que les enseignes arrivent à s'adapter. Par exemple, nous venons de lancer un service qui s'appelle Web to Store, qui permet de savoir si les produits sont disponibles en magasin. Donc là, évidemment, l'achat ne va pas se faire sur le net, mais la personne va avoir tous les renseignements et puis va se dire, dans le magasin à côté de chez moi, je peux y aller, je sais que le produit est disponible. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut que les magasins investissent de plus en plus dans ces technologies, écoutent leurs clients et s'adaptent à leur comportement. Donc c'est ce que Virgin n'a pas réussi à faire? Sans doute. Donc ça reste quand même compliqué, mais il y a une conciliation possible entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez des enseignes qui sont très présentes sur Internet et qui pour autant ont pignon sur rue, ont des magasins et savent bien concilier les deux. Et Aurélie Filippetti accuse Amazon de faire du dumping parce que la société d'ailleurs ne paye pas d'impôts en France. Qu'en pensez-vous, Olivier Sichel? Alors la particularité du numérique, c'est que la prestation est dématérialisée. À partir du moment où la prestation est dématérialisée, elle peut être rendue de n'importe quel point de la planète. Et vous avez des grandes sociétés qui optimisent fiscalement leur activité en se localisant dans des zones de basse pression fiscale. C'est le cas d'Amazon et d'autres, Google. Et donc il faut absolument à ce moment-là qu'on ait un champ concurrentiel qui soit harmonieux. Alors c'est pas mon rôle, mais c'est le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi le rôle de la Commission européenne, de faire en sorte qu'on ait un environnement qui soit équitable pour tous. Et de ce côté-là, il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui le fait que le numérique bouscule tout, y compris les conditions fiscales d'exercice du commerce. Donc vous pensez comme elle qu'il y a de la concurrence déloyale finalement derrière tout ça? Écoutez, ça c'est pas à moi de le dire si un tel ou un tel juste la concurrence déloyale. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est sans doute que l'environnement fiscal va devoir s'adapter profondément au monde du numérique parce que la prestation étant dématérialisée, elle peut être localisée de n'importe où, quelle que soit la fiscalité. Il vaudrait mieux que ça se passe au niveau européen, vous dites, plutôt que simplement au niveau national. De toute façon, vous savez que les questions fiscales, elles sont pour la plupart en matière de TVA traitées au niveau européen. Oui, mais il n'y a pas d'harmonie toujours en Europe. Non, mais il faut l'unanimité pour changer. Donc c'est un gros chantier. Alors les soldes, coup d'envoi cette semaine. Alors le pouvoir d'achat est en berne. D'après les études, 220 € dépensés par le consommateur français cette année contre 240 l'année en 2012. Les soldes ont-elles du plomb dans l'aile? Si j'ai bien compris les études, elles ont tout de même mieux démarré sur Internet que dans le commerce traditionnel. Sur Internet, elles ont formidablement démarré. Pour vous dire, le choc en termes d'audience, nous, l'audience a pratiquement doublé entre mardi et mercredi. Et par rapport à l'année précédente, on a une croissance de 17%. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que les soldes sur Internet démarrent très fortement. On a énormément de produits soldés. Malgré donc le pouvoir d'achat? Malgré le pouvoir d'achat, mais à la fois, c'est normal quand même qu'en période de pouvoir d'achat, les gens fassent très attention sur quelles sont les opportunités qu'ils ont à travers les soldes et essayent de regarder sur des sites qui agrègent beaucoup de soldes quelle est encore la meilleure offre qu'on va pouvoir trouver en matière de soldes. Est-ce qu'on cherche le meilleur prix aujourd'hui sur Internet ? Alors, on cherche le meilleur rapport qualité-prix. Le meilleur prix doit être mis en relation avec la fiabilité du marchand, avec le service, vous en parliez précédemment, la livraison, la capacité de retour. Et ça, je pense que les internautes sont maintenant extrêmement matures dans leur acte d'achat. Quand ils voient un bon prix, ils essayent d'avoir des informations sur le marchand et sur les conditions de livraison pour être sûr que tout soit véritablement bien compris. Ça favorise tout de même les importations chinoises ? Parce que nous, justement, on est au bas prix. Alors chez nous, chez leguide.com, on ne référence que des marchands européens pour garantir le maximum de sécurité à nos internautes. Après, si ces marchands européens font des importations chinoises, ça les regarde. Alors justement, pour plus bas prix, mais est-ce que le Made in France a un avenir sur Internet ? Est-ce que finalement les Français seraient prêts à payer un peu plus pour du Made in France ? Est-ce que c'est Oui, ça j'en suis convaincu. On a fait plusieurs essais et plusieurs tests et on voit que le consommateur français est intéressé par l'information Made in France. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un cadrage juridique très précis, très clair de ce qu'est le Made in France. Vous savez que le Made in France, c'est pas tout à fait la même chose que le fabriqué en France. Donc, il serait vraiment important. Vous seriez favorable à un vrai label, justement, qu'on puisse un peu marketer ? Absolument, parce que ce label, nous, on pourrait le marketer
et le mettre dans nos champs, sur nos sites. Les gens comparent les prix, ils comparent la disponibilité, ils peuvent faire des tris par marque, par couleur, par matière. Ce serait absolument normal qu'ils puissent faire aussi un tri sur le Made in France, de façon à ce qu'on ne leur sorte que des produits véritablement labellisés Made in France. Ce serait un très grand progrès. Donc pour un label, quelle est votre vision de 2013, contexte de crise généralisée, récession en Europe, peut-être en France? Alors nous, chez leguide.com, on pense qu'on va faire de nouveau une année de croissance à 2 chiffres, mais on est porté par le commerce électronique, on est porté par cette formidable vague de croissance numérique. Donc c'est un secteur finalement qui ne sera pas en crise. Non, notre secteur ne sera pas en crise. Non, nous, on va être en croissance, mais aussi, on est porté par l'international. Vous savez qu'on opère dans 14 pays et dans toute la communauté européenne. Dans des pays qui vont mal également, l'Espagne L'Espagne, l'Italie, mais des pays qui vont bien, comme l'Allemagne. On est numéro 2 en Allemagne, et c'est le 2e pays d'implantation de leguide.com. Des pays dans le nord de l'Europe, comme les Pays-Bas, qui vont bien, ou en Scandinavie, où ça va plutôt bien. Donc, et puis je pense que ça va changer en 2013. Je pense qu'on va avoir quand même des pays qui vont sortir de la crise dans le sud de l'Europe. Et qui sont encore en retard. L'Italie et l'Espagne, nous, c'est les pays dans lesquels on est numéro 1. Et on voit que même s'ils sont en crise, ils sont un peu en retard par rapport au nord de l'Europe en matière de pénétration du commerce électronique. Donc là, il y a encore des ressorts de croissance. Y compris dans un contexte un peu morose. Y compris dans un contexte morose. Croissance externe, vous avez racheté Ciao à Microsoft il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous y pensez pour 2013, racheter d'autres sociétés? Absolument. On a racheté Ciao à Microsoft et c'est une intégration qui se passe formidablement bien. On regarde maintenant d'autres secteurs, puisqu'on est présent essentiellement dans le shopping, mais il y a d'autres verticaux, comme le voyage, les services financiers, les comparaisons en matière d'électricité ou de télécom qui nous intéressent et qu'on est tout à fait à même d'agréger pour renforcer encore notre position en Europe. Et prêt donc à racheter une société donc, dans ce type de secteur? Absolument. Merci beaucoup Olivier Sichel d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.